Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est l'un des plus grands laitiers au monde avec un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros. Une compagnie néerlandaise ouvre un bureau régional dans la zone industrielle de Yopougon. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration des locaux. Avec le gouvernement ivoirien, ce sera un partenariat gagnant-gagnant pour la production locale de lait. C'est une référence sanitaire qui dispose de toutes les commodités. Le président de l'Assemblée nationale à l'hôpital mère-enfant de Benjerville, Amadou Soumaoro, était à la tête d'une délégation de députés. Ces élus visitent les installations de cet édifice dont le matériel de pointe permet une meilleure prise en charge des patients. Les élus de la Chambre haute du Parlement sont aussi au travail ce jeudi à Yamoussoukro. Les sénateurs adoptent 6 projets de loi en plénière, des textes qui portent sur l'économie et les finances ainsi que les affaires sociales et culturelles. On fait le point tout de suite avec notre reporter dans la capitale politique. Et puis en France, c'est un bureau politique de la droite. Hier, au menu, le mode de départage des candidats et deuxièmement, les résultats de l'enquête d'opinion pour 2022. Les résultats mettent Xavier Bertrand en position de leader. Le Premier ministre Patrick Achi à la zone industrielle de Yopougon ce jeudi. Le chef du gouvernement a procédé à l'inauguration du bureau régional d'une société néerlandaise spécialisée dans la production de lait. La compagnie est le 5e groupe mondial dans le domaine. Alexis Oudraogo. Abidjan, capitale de l'industrie laitière mondiale ce jeudi. Le géant du secteur Friesland Campina inaugure son bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre dans la commune de Yopougon. Avec l'ouverture de ses bureaux, le groupe installé depuis 2014 dans le pays célèbre aussi les 100 ans de sa marque Bonnet Rouge. En 2014, parmi de nombreux pays africains potentiels, Friesland Campina choisit la Côte d'Ivoire et y acquiert une usine afin de pouvoir répondre aux besoins de ses consommateurs. Ce bureau régional couvrira 18 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, faisant ainsi d'Abidjan le hub de notre stratégie sous-régionale d'expansion en Afrique. Le groupe qui salue les efforts permanents du gouvernement pour soutenir le secteur privé entend aussi partager son expérience de géant du secteur. Pour l'ambassadrice des Pays-Bas, le modèle de la compagnie est un success story modèle pour les économies. Il est important de rappeler que Friesland Campina a 150 ans. C'est un success story néerlandaise, l'histoire magnifique d'une coopérative de fermiers néerlandais qui ont réussi non seulement à s'échapper de la pauvreté, mais à transformer leur association en un leader mondial de l'agro-industrie. Et à la pratique, l'État ivoirien porte fermement sa vision d'industrialisation qui compte avec le secteur laitier. L'industrie laitière réalise par an un chiffre d'affaires global de plus de 120 milliards de francs CFA et plus de 60 milliards de francs CFA de valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour est la preuve que les actions menées par le gouvernement pour améliorer l'attractivité de l'économie ivoirienne en général et pour le développement du secteur industriel en particulier portent leurs fruits. Quand il s'installe au pupitre, Patrick Achi félicite le groupe clé de l'industrie laitière, mais aussi les Pays-Bas, premier client de la Côte d'Ivoire, 3e pays européen exportateur en destination d'Abidjan. À travers ce nouveau siège et l'ensemble des investissements réalisés en Côte d'Ivoire ces dernières années, le groupe Friesland Campina donne ainsi un signal fort à l'ensemble des acteurs du secteur privé. Oui, 1000 fois oui, il est non seulement possible, mais stratégique, d'implanter des activités industrielles majeures en Côte d'Ivoire pour développer ensuite des activités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le chef du gouvernement précise l'importance de la participation des acteurs locaux. J'invite également Friesland Campina à faire bénéficier notre pays du transfert de compétences et de technologies en vue de créer en Côte d'Ivoire une filière laitière totalement intégrée, avec en amont le soutien et l'accompagnement des nationaux à la création ou au développement de PME et de fermes laitières capables d'approvisionner ces unités industrielles en vue de renforcer la création de valeur ajoutée et d'emplois dans ce secteur.
5 pionniers du bureau régional ont été récompensés pour leur contribution à l'implantation du groupe. La cérémonie, elle a pris fin avec une dégustation des produits de la marque. De la zone industrielle à la primature, on reste donc avec le Premier ministre Patrick Hachi en déjeuner débat avec des acteurs de la construction. Un cadre d'échange dénommé à la rencontre de nos champions nationaux. Le chef du gouvernement veut trouver des solutions pour une production en masse de logements pour combler le déficit en la matière. Ces opérateurs proposent la mise en place de mécanismes de financement pour aider au retour de la location-vente en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a noté toutes les propositions au cours de ce rendez-vous qui a duré plusieurs heures. Et à la primature, une convention signée avec l'Union européenne, la Banque UE d'investissement et l'Allemagne, c'est la Team Europe qui décaisse 100 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire, un appui financier pour surmonter l'impact économique et social de la Covid-19. Chaque connaît. Cette signature de convention confirme encore, si besoin il y a, la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires financiers, regroupés au sein de la Team Europe. Près de 100 milliards de francs CFA d'appui budgétaire pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire à faire face aux effets du ralentissement économique lié à la pandémie Covid-19. L'ensemble des engagements et décaissements cumulent aujourd'hui à 151,5 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA pour les 4 conventions. Je note en particulier que 3 de ces conventions visent à soutenir le plan de riposte économique, sociale et humanitaire contre la Covid-19 mis en place par le gouvernement aux premières heures de la survenance de la pandémie dans notre pays. Dans cet important appui budgétaire, l'Allemagne et l'Union européenne ont annoncé le versement d'un montant total de 35,4 milliards de francs CFA. Cette enveloppe permettra d'abonder les fonds dédiés aux PME et aux grandes entreprises afin de permettre à celles-ci d'accéder à court terme à des liquidités à des conditions favorables, notamment par des prêts à taux réduit ou à taux zéro. Il faut un secteur privé vibrant, un secteur privé qui fait de l'économie croissante et qui crée de l'emploi. On a aussi signé avec la Banque européenne d'investissement d'assistance technique pour ouvrir un centre diagnostic pour la situation de santé. Par ailleurs, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont signé une convention de financement d'un appui budgétaire de 3,3 milliards de francs CFA visant à soutenir le Fonds de solidarité. Et il faut le rappeler, ces annonces de la Team Europe interviennent en marge de la visite en Côte d'Ivoire de la directrice des opérations internationales de la Banque européenne d'investissement, Maria Chobarakan. Allons à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, un établissement sanitaire de référence qui dispose de toutes les commodités pour des soins de qualité. Ce jeudi, une délégation de députés conduite par Amadou Soumaoro a visité cet édifice hospitalier. Le président de l'Assemblée nationale et ses élus sont allés s'enquérir du niveau du matériel déployé pour la prise en charge des patients. C'est un reportage de Moussa Konaté. Amadou Soumaoro à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. À la tête d'une délégation de députés, le président de l'Assemblée nationale est venu s'enquérir du fonctionnement de l'établissement sanitaire. Une visite qui réjouit l'ensemble du personnel et responsable de l'hôpital. C'était vraiment un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez pu profiter de la beauté de l'édifice. On a parlé de la qualité avant. Vous avez pu voir le son apporté à la décoration, piloté de main de maître par la présidente elle-même. Chaque élément de décoration, chaque couleur, c'est Madame la Présidente de la Fondation et son équipe. J'en profite pour la remercier. C'est elle qui nous donne l'énergie au quotidien pour être toujours plus excellent. Et donc c'était vraiment un honneur de vous présenter tout ce travail. Merci pour votre visite. Bon accueil dans les services, matériel de travail aux normes internationales et un personnel qualifié. Le tout pour des soins de qualité. Le constat est fait par le président Amadou Soumaoro. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville se positionne comme une référence par la qualité de son plateau technique et l'expertise de son personnel soignant. Nous voulons particulièrement remercier la première dame, Dominique Ouattara, pour cette belle architecture hospitalière qui vient enrichir le paysage sanitaire de notre pays. Inauguré en mars 2018,
L'hôpital mère-enfant de Bingerville est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. À ce jour, l'établissement enregistre plus de 2500 accouchements, 4500 actes chirurgicaux et plus de 140 000 consultations. Le défi sanitaire actuel, c'est d'arriver à bout de la Covid-19, une pandémie qui reste encore active dans le pays. On voit les chiffres de ce jeudi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 150 nouveaux cas de Covid-19, 116 guéris et 3 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 59 558 cas confirmés, dont 57 111 personnes guéries, 586 décès et 1861 cas actifs. Au total, 1 868 955 doses administrées contre la Covid-19. Et les agents de la RTI sont engagés dans la lutte contre la Covid-19. Les travailleurs se sont fait vacciner. Aujourd'hui, ils reçoivent des kits sanitaires individuels de protection. C'est le ministère de la Santé qui remet le matériel à la direction générale, des masques et gels hydroalcooliques pour se protéger et travailler dans de bonnes conditions. Didier Nguessan. 90 000 masques médicaux et 900 gels mains remis par le district sanitaire de Cocody-Bingerville à la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, pour le compte de ces 900 agents. Un don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui répond ainsi promptement à la sollicitation de son premier partenaire média. Il y a 56 000 personnes qui sont contaminées par la Covid. Et 53% sont sur les sites de la commune de Cocody. La RTI se trouve sur la commune de Cocody. Donc les 900 agents de la RTI sont aussi en danger, au même titre que les autres populations de cette commune. La RTI, résolument engagée dans la sensibilisation sur les mesures barrières contre la Covid-19, protège avant tout ses travailleurs. Ce don qui est fait va nous aider véritablement à atteindre nos objectifs en protégeant chacun des membres de notre personnel. Appelons chacun à se faire vacciner, appelons chacun à se protéger avec les masques que nous avons partagés, mettre à la disposition du personnel et de toutes les personnes qui viendront aussi pour nos différentes émissions. Eric Sekongo, assistant du directeur général, et Sis Hubesson, directeur des ressources humaines, et Alvo Assa, président de la mutuelle sociale des agents de la RTI, ont conduit les donateurs dans les locaux de l'infirmerie de la télévision pour une visite. À ce jour, la RTI enregistre plus de 1000 agents et familles vaccinés. Et l'actualité, c'est aussi l'activité parlementaire. Les sénateurs adoptent 6 projets de loi en plénière, des textes qui portent sur les questions économiques, financières et les affaires sociales. De Yamoussoukro, la correspondance de Kader Sogodougou. Après les travaux en commission, place à la plénière. Les sénateurs, dans leur ensemble, se prononcent sur 5 projets de loi ratifiés par la Commission des affaires économiques et financières. Ils portent sur le démantèlement tarifaire entre la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, sur la création de fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, sur les mesures fiscales incitatives liées aux investissements dans le secteur de l'EVA. Et enfin, la légalisation fiscale du projet de zone économique industrielle à Abidjan, Fès-Késédougou et San Pedro. Ils seront adoptés à l'unanimité. Un projet de loi également adopté, cette fois-ci par la Commission des affaires sociales et culturelles, sur l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Un projet de loi qui obtient la majorité lors de cette plénière, présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fatiga. Nous venons d'adopter 6 projets de loi très importants pour la vie de notre nation et la vie de nos concitoyens. Nous avons adopté le projet de loi qui va organiser l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Et en cette période de Covid-19, ça va leur permettre de mieux travailler et d'être mieux organisés. Sur le plan économique, nous avons adopté un projet de loi qui va soutenir les entrepreneurs ivoiriens. Ils pourront prendre des crédits à moindre coût. Les PME
pourront engager beaucoup de jeunes et ça va diminuer le chômage chez les jeunes ivoiriens. Et vous voyez un peu, il y a 6 projets de loi. Les 4 autres, c'était à l'international. La plénière constitue la dernière étape de validation d'un projet de loi au Parlement. Reste à présent son application. Et de Yamoussoukro, on se rend aux États-Unis pour voir la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères présente les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. C'était au cours d'une réunion de haut niveau aux Nations Unies. Michel Digri est notre envoyé spécial à New York. 2 décennies après l'adoption à Durban d'une déclaration pour éradiquer le racisme, la discrimination continue de sévir dans le monde. C'est le constat fait par les différents intervenants au cours d'une rencontre de haut niveau à l'ONU. Malgré des progrès acquis après des décennies de lutte, le racisme et la discrimination raciale continuent d'être source de conflits et d'inégalités entre les populations dans toutes les régions du monde. Toutefois, l'espoir est encore permis dans cette quête d'égalité. Renouvelons notre engagement à créer un avenir différent pour nos enfants et nos petits-enfants. Un monde débarrassé du racisme, un monde d'égalité. La persistance du racisme, en dépit des efforts enregistrés au cours de ces 2 dernières décennies, ne doit guère nous inciter au pessimisme. La ministre des Affaires étrangères a saisi cette tribune pour présenter les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de défense des droits de l'homme. Mon pays a mis un point d'honneur à souscrire aux cadres normatifs les plus pertinents en matière de promotion des droits de l'homme et de lutte contre les discriminations raciales. La Côte d'Ivoire a ainsi ratifié, entre autres cadres légaux internationaux en la matière, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle poursuit sa coopération avec tous les États membres du Conseil des droits de l'homme, où elle a été réélue pour un nouveau mandat sur la période 2021-2023, avec une attention particulière portée sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Kandia Camara souhaite la mise en œuvre diligente de la déclaration de Durban et du plan d'action subséquent afin de venir à bout des discriminations raciales. Et en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, multiplie les audiences. Kandia Camara était porteuse d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue angolais. On écoute la ministre des Affaires étrangères au terme de la rencontre. C'est un message de fraternité, un message d'expression de la bonne coopération qui existe entre nos 2 pays, entre nos 2 peuples. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a chargé de traduire à son frère, le président de la République d'Angola, sa satisfaction quant à la convergence de vues entre les 2 hommes concernant la préservation de la paix dans leur pays, le renforcement de la sécurité, mais surtout leur engagement pour le développement de leur pays et l'amélioration des conditions de vie des populations de leurs 2 pays. Ici en Côte d'Ivoire, tout se met en place à Yamoussoukro pour la Coupe d'Afrique des Nations. La capitale politique reçoit le président du comité d'organisation de la CAN 2023. Albert François Amicha veut se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Il a visité les infrastructures sportives, le dispositif hôtelier et sanitaire. Seydou Koulibaly, Sébastien Woyen. Le ministre François-Albert Amicha et sa délégation ont entamé cette visite par les terrains d'entraînement. Et c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, centre qui a accueilli le COCAN 2023. Le ministre Amicha a pu constater que de nouveaux vestiaires avaient été construits et la tribune rénovée. À l'INPHB Sud, le planting du gazon est fait sur l'aire de jeu qui attend d'être damé. La tribune et les vestiaires rénovés. Au stade annexe, les vestiaires ont pris forme et les ouvriers préparent le terrain à recevoir les premières semences de gazon. Un hors-d'œuvre après lequel le ministre Amicha s'est rendu dans le stade de compétition, une arène de 20 000 places en phase de finition. Le gros œuvre est achevé, mais beaucoup reste à faire
comme cela a été constaté lors de cette visite. Le studio télé et la salle de conférence ont besoin de quelques réaménagements. Les gradins et la piste d'athlétisme sont achevés. La pelouse laisse encore à désirer, même si elle n'est pas encore totalement prête pour la compétition. Mais l'enceinte majestueuse, dans son ensemble, a besoin de quelques réglages pour être aux normes internationales. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sogea-Satom, du BNet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Les structures sanitaires ont été aussi visitées par le président du COCAN 2023. Et c'est l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati, une structure qui présente un plateau technique intéressant avec ses 3 blocs opératoires, un service de cardiologie et un autre de réanimation. Au CHR de Yamoussoukro, Dr Assier Kofi Justine a fait le point de la situation au président du COCAN. Les réceptifs hôteliers, comme l'hôtel président, les résidences La Croisière, le Royal Suite ou l'hôtel des parlementaires, ont ensuite été visités par la délégation du COCAN. À une centaine de kilomètres au nord de Yamoussoukro, nous sommes à Bouaké. Le transport révolutionné dans la capitale de Bouaké. Les populations pourront désormais se déplacer en bus. Le déploiement de la Sotra est une réalité qui suscite beaucoup d'espoir. Léon Brou nous le dira. C'est une volonté du gouvernement pour également donner un coup d'accélérateur à l'emploi jeune et à l'économie régionale. Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire avec plus de 72 km² et une population d'environ 1 500 000 habitants. Pour rallier les différents quartiers, seulement 3 offres de transport. Taxis communaux, minicar ou baka et mototaxi. Pas suffisant pour assurer la mobilité urbaine, raison du déploiement de la Sotra à Bouaké. La Société des transports abidjanais démarre ses services ce 24 septembre 2021. Le projet de Bouaké est initialement prévu pour 100 bus. Et nous allons dans un premier temps le lancer avec 50 bus et progressivement monter en puissance en fonction des besoins. Nous allons fonctionner à partir de 6 h et le dernier départ c'est 19h30. Tout Bouaké donc desservi par la Sotra, un soulagement pour les populations, notamment les élèves et étudiants. Je suis à Dar es Salaam et pour venir là c'est dit, pour partir aussi c'est dit. Le transport est très cher. Nous sommes les femmes d'Angassou, nous n'avons pas compris pourquoi la Sotra a mis les arrêts partout, sauf notre quartier. Côté transporteur, aucune opposition au déploiement de la Sotra à Bouaké. C'est d'ailleurs une complémentarité qui renforce la mobilité urbaine. La Sotra a son travail à faire, eux aussi ils ont leur travail à faire. La Sotra ne peut pas rentrer dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de route dans les quartiers, c'est les mototaxis. Peut-être si la Sotra descend les clients, les mototaxis vont rentrer avec les clients. Population et acteurs du transport tous unanimes, la Sotra vient booster la mobilité urbaine, mais à quel prix ? Quand on sait la ville de Bouaké réputée pour son taux élevé de l'incivisme routier, avec pour corollaire les accidents de la circulation, majoritairement causés par les mototaxis. Salon international de la géomatique, la 5e édition a démarré hier par des panels. Et ce jeudi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a procédé à l'ouverture officielle de la rencontre. L'événement va durer 3 jours, marqué par plusieurs conférences sur la géo-information. Grâce Kando. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Salon de la géomatique dans la commune du Plateau. À travers cette coupure de ruban, Adama Diawara lance officiellement la 5e édition du Salon international semi-virtuel de la géomatique édition 2021. Une rencontre marquée par des expositions d'une vingtaine d'entreprises expertes de la géo-information. Nous avons produit une solution du nom de l'Enfiapé qui permet de faire l'optimisation des ressources fiscales des collectivités territoriales. Tout ce que nous venons voir ici, nous devons transposer éventuellement cette technique aussi bien dans le cadastre, le cadastre foncier, là où nous avons énormément de problèmes. Nous avons besoin d'une transposition de cette expérience dans notre pays. Apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises.
thème retenu pour la 5e édition de la géomatique. Ceux-là sont des entrepreneurs qui en fait ont des solutions par rapport à la problématique que nous présentons ici. Donc quand vous prenez des gens qui ont des drones aujourd'hui, les drones sont utilisés pour pouvoir détecter quand même les inondations. Les drones peuvent être utilisés pour détecter où il y a une crise qui commence afin de remédier à cela. Aujourd'hui, le monde connaît un certain nombre de crises. Crise sanitaire, Covid-19, crise écologique, crise environnementale, crise climatique, crise alimentaire, crise sécuritaire. Quand on a des instruments tels que la géoinformation qui nous permet de prévenir, au cas où la crise survient, de gérer la crise de façon efficiente en permettant aux gestionnaires de la crise de prendre des décisions appropriées. Vous comprenez bien l'intérêt de la géomatique pour notre vie de tous les jours. Conférences, forums, panels, rencontres B2B vont meubler cette 5e édition du Salon international de la géomatique 2021. Au niveau du district du Zanzan, le ministre-gouverneur présente sa feuille de route. Souleymane Touré a rencontré les populations de cette partie du pays pour l'atteinte des objectifs de développement. Il compte sur la contribution de tous. Sidonie Davila. Les populations du district du Zanzan ont répondu présent à l'appel de leur ministre-gouverneur. À l'entame de cette rencontre, qui est la première sortie officielle du ministre-gouverneur depuis sa nomination par le président de la République, Dr Souleymane Touré a été félicité pour le choix qui s'est porté sur sa personne. Nous pensons que c'est une nouvelle ère de développement qui commence pour le district. Je voudrais, en votre nom, réitérer nos remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait l'honneur à notre grande région et qui a décidé de nommer notre frère Touré à la tête de notre district. Parce que M. Touré répond bien à ce poste. Cette rencontre est pour le ministre-gouverneur du Zanzan une prise de contact avec les fils et filles de la région. Il en profite donc pour donner quelques consignes. Le chef de l'État a remis notre région entre nos mains. C'est nous les fils qui devons faire en sorte que chaque année, notre district fasse un pas en avant sur la route du développement. Donc c'est pour leur soutien. Et vous avez vu qu'ils sont venus très nombreux. Cela m'a fait plaisir. Je leur ai parlé aussi des projets immédiats. Incessamment, je vais recevoir les maires, les élus, pour qu'on puisse composer le conseil du district. Dans sa feuille de route, le docteur Souleymane Touré, comme tous les ministres-gouverneurs d'ailleurs, devra relever le défi du développement équilibré du pays souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Bientôt une plateforme d'information et de concertation pour l'insertion des jeunes. Elle va permettre un meilleur suivi de toutes les initiatives. C'est un outil qui implique le secteur privé. Les différents acteurs ont fait le point des travaux et il ressort que les choses avancent. La dépouille de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny est arrivée ce soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'accueil, plusieurs membres de sa famille politique, aux côtés de sa famille biologique, également des membres du gouvernement et Henriette Konan Bédié. Dans le reste de l'actualité, en France, le parti de droite réunissait ce mercredi son bureau politique. Au menu, le mode de départage des candidats et deuxièmement les résultats de l'enquête d'opinion pour tester ces candidats pour la présidentielle de 2022. Les résultats donnent Xavier Bertrand dans sa position de leader, mais Valérie Pécresse n'est pas loin et Michel Barnier confirme sa position de troisième homme. Ce samedi, les militants trancheront la méthode, soit une primaire semi-ouverte, soit un congrès réservé aux adhérents. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que dans la même jour, il est impossible de loger et la cola et l'arachide. Dieu le voulant, on se retrouve demain.